Un claquement sec, brutal, déchira l'air feutré de la cabine de première classe, un son si tranchant qu'il figea le cœur de chaque passager. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Élise Dubois, la femme frappée, porta lentement une main à sa joue, ses yeux sombres écarquillés, non pas de douleur, mais d'une indignation contenue, d'une force silencieuse qui semblait défier la gravité. En face d'elle, Margot Renaud, l'hôtesse de l'air, se tenait droite, le visage crispé par une arrogance à peine dissimulée, convaincue que son geste était justifié. Elle n'avait aucune idée de qui elle venait d'attaquer. Élise n'était pas seulement une avocate brillante, une femme noire qui s'était hissée au sommet de l'élite parisienne par son intelligence et sa détermination. Elle était l'épouse d'Antoine Lefèvre, le magnat qui contrôlait chaque rouage de cette compagnie aérienne, un homme dont le nom seul suffisait à faire trembler les murs des bureaux exécutifs. Le monde de Margot, si soigneusement construit sur son autorité de façade, était sur le point de s'effondrer, et elle-même avait allumé la mèche. Dans cette cabine élégante, où les lumières tamisées et le murmure discret des conversations promettaient luxe et sérénité, une tempête se préparait. Une tempête qui allait secouer bien plus que ce vol entre Paris et Nice. Élise Dubois s'était installée dans son siège en cuir souple, ajustant son tailleur gris-perle, impeccablement coupé, qui soulignait sa silhouette élégante. Ce vol, censé être un moment de répit après une semaine harassante de plaidoiries et de réunions au palais de justice, aurait dû être un havre de paix. Mais dès qu'elle avait posé le pied dans l'avion, Élise avait senti un regard pesant, celui de Margot Renaud, l'hôtesse en chef, dont les yeux bleus perçants la scrutaient avec une méfiance qui n'avait rien de professionnel. Ce regard, Élise le connaissait bien. En tant que femme noire ayant gravi les échelons dans une société française encore marquée par ses préjugés, elle avait appris à reconnaître ces jugements silencieux, ces regards qui disaient « Vous n'êtes pas à votre place ». Mais celui de Margot était différent, plus insistant, presque défiant, comme si l'hôtesse était déterminée à prouver quelque chose. Élise, fidèle à elle-même, avait choisi de ne pas réagir, posant sa mallette en cuir près de son siège, ses gestes calmes et mesurés. Elle sortit son téléphone pour vérifier ses messages. L'un d'eux venait d'Antoine, son mari, un homme dont la présence imposait le respect même à des kilomètres de distance. « Bon voyage, ma chérie, préviens-moi quand tu atterris. » Elle esquissa un sourire, tapant une réponse rapide. « Embarquez, à bientôt. » Mais avant qu'elle ne puisse ranger son appareil, une ombre se dessina au-dessus d'elle. « Madame, excusez-moi, » lança Margot, sa voix coupante comme une lame, teintée d'une politesse feinte qui sonnait comme une accusation. « Êtes-vous certaine d'être à la bonne place ?» La question, prononcée avec une lenteur calculée, était lourde d'insinuation. Élise releva lentement les yeux, croisant le regard étroit de Margot, qui semblait attendre qu'elle s'effondre sous la pression. Sans un mot, Élise fouilla dans son sac, en sortit son billet d'embarquement et le tendit, son visage impassible, presque sculpté dans le marbre. Margot arracha le billet d'un geste brusque, l'examinant comme si elle cherchait une erreur, une faute qui justifierait sa suspicion. « C'est un billet de première classe, » dit-elle, sa voix plus lente encore, presque provocatrice, comme si elle espérait qu'Élise admette une méprise. Élise soutint son regard, sa voix calme mais ferme. « Oui, c'est exact. » Margot hésita, ses yeux balayant la cabine, cherchant un soutien invisible. À quelques sièges de là, Jean-Pierre, un homme d'affaires grisonnant en costume 3 pièces, releva brièvement les yeux de son journal Le Figaro avant de les replonger dans les pages, feignant l'indifférence. Un jeune couple, Sophie et Louis, installés 2 rangées devant, riaient doucement, inconscients de la tension. Mais Madame Claire, une dame âgée aux cheveux argentés et à l'allure aristocratique, fronça les sourcils, visiblement troublée par la scène. Margot toussota, son visage rigide. « Vous voyagez seule ?» La question était inutile, presque insultante. Élise inclina légèrement la tête, étudiant l'hôtesse un instant. « Oui, » répondit-elle simplement, son ton neutre mais chargé d'une autorité naturelle. Le silence qui suivit était lourd, électrique. Margot serra la mâchoire, comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais elle se contenta de rendre le billet d'un geste sec et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol de la cabine. Élise rangea le billet, son expression inchangée.
Elle avait déjà affronté ce genre de situation, ces micro-agressions déguisées en politesse, ces tentatives de la faire douter de sa légitimité. Mais l'attitude de Margot dépassait les bornes. Ce n'était pas seulement une question de protocole, c'était une volonté claire de l'humilier, de la remettre à une place qu'elle estimait ne pas être la sienne. Élise observa la cabine, où les autres passagers vaquaient à leurs occupations. Jean-Pierre tournait les pages de son journal avec une précision mécanique, Sophie ajustait ses écouteurs et Louis pianotait sur son téléphone. Mais Madame Claire, toujours attentive, murmurait quelque chose à l'oreille de son voisin, un homme d'âge moyen nommé Étienne, qui hochait la tête, l'air désapprobateur. Les hôtesses commencèrent le service en première classe, distribuant des flûtes de champagne et des serviettes chaudes avec une efficacité chorégraphiée. Élise remarqua que Margot, tout sourire avec Jean-Pierre, lui tendit une flûte avec un « Voici, monsieur, savourez », sa voix chaude et accueillante. Pour Sophie et Louis, elle proposa des jus d'orange avec une amabilité exagérée, s'arrêtant même pour discuter de leurs projets à Nice. Mais lorsqu'elle arriva au siège d'Élise, son sourire s'évanouit comme une bougie soufflée. « Vous voulez quelque chose à boire ?» demanda-t-elle, son ton si glacial qu'il semblait défier Élise de répondre. Élise soutint son regard, sa voix douce mais ferme. « Une eau pétillante, s'il vous plaît. » Margot ne répondit pas, ne hocha pas la tête. Elle tourna les talons comme si la demande d'Élise était une corvée. Élise tapota légèrement l'accoudoir de son siège, observant Margot continuer son service avec une amabilité sélective, réservée à ceux qu'elle jugeait dignes. C'était une déclaration silencieuse, un message clair. Vous n'appartenez pas à cet endroit. Quelques minutes plus tard, Margot revint avec une desserte de boisson, s'arrêtant près du siège d'Élise. Sans crier gare, elle, maladroitement, renversa un verre de vin rouge sur la jupe d'Élise, tachant le tissu coûteux de son tailleur. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama Margot, mais son ton était moqueur, presque jubilatoire. « Peut-être devriez-vous faire plus attention à vos tenues. Elles ne semblent pas tout à fait adaptées à cet environnement. » Le commentaire, acéré comme une lame, fit taire la cabine. Jean-Pierre posa son journal, ses yeux fixés sur Margot. Sophie et Louis se tournèrent, la bouche entr'ouverte. Madame Claire, indignée, se redressa à moitié dans son siège. « Quelle honte !» lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. « On ne traite pas une passagère ainsi. » Margot pivota vers elle, son visage durci. « Madame, je vous prie de vous rasseoir et de vous mêler de vos affaires, » rétorqua-t-elle, son ton si autoritaire que Madame Claire, choquée, recula légèrement. Mais Élise ne réagit pas. Elle prit un mouchoir dans son sac et nettoya calmement la tache de vin, ses gestes lents, presque rituels, comme si les paroles de Margot glissaient sur elle comme de l'eau sur du verre. Pourtant, à l'intérieur, une colère sourde brûlait. Ce n'était pas seulement le vin, ni même les mots cruels. C'était l'audace de Margot, sa certitude qu'elle pouvait humilier Élise en public, la réduire à une intruse dans un espace qu'elle avait conquis de haute lutte. Élise respira profondément, attrapa son téléphone et, sans quitter Margot des yeux, tapa un message à Antoine. « Vol Paris-Nice, première classe, un problème à régler. » Elle envoya le message et rangea son appareil, son regard toujours fixé sur Margot, qui continuait son service avec un sourire artificiel, comme si elle dominait la situation. La tension dans la cabine s'épaissit. Jean-Pierre, désormais attentif, avait posé son journal, observant ouvertement. Sophie et Louis murmuraient avec indignation, lançant des regards furieux à Margot. Louis, un jeune homme aux cheveux bouclés et à la veste en cuir, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, capturant Margot alors qu'elle servait une flûte de champagne à un autre passager avec une amabilité exagérée. « C'est scandaleux », murmura Sophie, assez fort pour que Margot l'entende. L'hôtesse lui lança un regard perçant, mais ne dit rien, poursuivant son service avec une fausse nonchalance. Puis, une autre hôtesse, Camille, une jeune femme au sourire doux, apparut avec une bouteille d'eau pétillante. « Madame, toutes mes excuses pour l'attente, » dit-elle, posant la bouteille sur la tablette d'Élise avec précaution. « Voici votre eau. »
Élise la remercia d'un hochement de tête, notant le regard réprobateur que Camille lança à Margot avant de s'éloigner. Margot, percevant l'échange, serra les lèvres, visiblement agacée d'être contredite par une collègue. Élise but une gorgée d'eau, sentant les regards des autres passagers. Ils avaient vu, ils avaient compris. L'hostilité de Margot, le vin renversé, le commentaire cruel. Madame Claire, toujours indignée, murmurait à Étienne, qui secouait la tête en signe de désapprobation. Louis continuait de filmer, son téléphone à moitié caché par sa veste. Margot, inconsciente d'être enregistrée, poursuivit son service, offrant des options de dîner avec un enthousiasme fin. « Nous avons du saumon grillé avec des légumes ou des pâtes à la crème, monsieur », dit-elle à Jean-Pierre avec un sourire éclatant. Mais lorsqu'elle arriva au siège d'Élise, sa voix devint monocorde, presque méprisante. « Saumon ou pâtes ?» demanda-t-elle sans même la regarder. Élise répondit calmement. « Saumon, s'il vous plaît. » Margot hésita, ses doigts crispés sur la desserte. « Le saumon est épuisé », lâcha-t-elle, son ton chargé de dédain. Élise leva les yeux, remarquant que Jean-Pierre, à côté, venait de recevoir une assiette fumante de saumon, l'odeur du plat emplissant l'air. La preuve de la duplicité de Margot était là, tangible, indiscutable. Sophie, incapable de se retenir, se retourna. « Comment ça épuisé? Il vient d'en recevoir !» s'exclama-t-elle, pointant Jean-Pierre. Margot pivota, le visage rouge de colère. « Mademoiselle, occupez-vous de vos affaires !» lança-t-elle, son ton si agressif que Louis leva son téléphone ouvertement, filmant sans se cacher. « Vous êtes ridicule, dit-il, la voix ferme. Tout le monde ici a vu ce que vous faites. » Margot se raidit, ses yeux lançant des éclairs. « Si vous continuez ainsi, j'appelle la sécurité, » menaça-t-elle. Élise, toujours calme, observait, laissant la scène se dérouler. Elle n'avait pas besoin de parler. Margot s'enfonçait toute seule. Étienne, le passager discret jusqu'alors, intervint enfin. « Vous avez renversé du vin sur elle exprès, menti sur la nourriture, et maintenant vous la menacez ?» s'écria-t-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention de toute la cabine. « C'est inadmissible. » Margot ouvrit la bouche pour répondre, mais l'interphone crépita soudain. « Madame Renaud, veuillez vous rendre immédiatement à la cabine de pilotage. » L'air devint électrique. Les passagers échangèrent des regards, les murmures s'arrêtant net. Jean-Pierre posa son assiette, les yeux fixés sur Margot. Sophie et Louis échangèrent un regard satisfait, tandis que Madame Claire murmurait quelque chose sur la justice divine. Margot tenta de garder son aplomb, redressant les épaules, mais ses pas étaient raides alors qu'elle disparaissait derrière le rideau menant à la cabine de pilotage. Élise resta immobile, sirotant son eau, les yeux fixés droit devant. Elle n'avait pas besoin de faire du bruit, pas besoin de crier. Son message était envoyé, et Margot allait bientôt découvrir qu'elle avait choisi la mauvaise personne à défier. La cabine de première classe retomba dans un silence tendu, mais la tension était palpable. Tous savaient que quelque chose d'important se préparait. Dans l'ombre, Louis continuait de filmer, son téléphone capturant chaque instant, chaque regard, chaque murmure. Le hashtag #Justice pour Élise n'existait pas encore, mais il était sur le point de naître, prêt à embraser les réseaux sociaux et à faire trembler les fondations de la compagnie aérienne. La tempête, déclenchée par un simple geste, était sur le point de tout balayer. Le crépitement de l'interphone avait retenti comme un coup de tonnerre dans la cabine de première classe, et lorsque la voix du pilote ordonna à Margot Renaud de se rendre immédiatement à la cabine de pilotage, un frisson collectif parcourut les passagers. Le silence qui suivit était chargé d'une tension palpable, comme si chaque personne à bord retenait son souffle, attendant la suite d'un drame qui semblait inévitable. À cet instant, la vidéo de Louis, ce jeune homme à la veste en cuir qui avait discrètement filmé l'altercation, faisait déjà des vagues sur les réseaux sociaux. Postée sur Twitter avec le hashtag #Justice pour Élise, elle se répandait comme une traînée de poudre, chaque retweet amplifiant l'indignation à travers la France. Les images étaient accablantes. Margot, avec son sourire narquois, renversant du vin rouge sur la jupe d'Élise Dubois, proférant des remarques cinglantes, et, pire encore, la gifle, cet acte impensable qui avait figé la cabine entière. Les commentaires en ligne fusaient, furieux, exigeant des comptes.
C'est du racisme pur et simple, écrivait un utilisateur. Cette hôtesse doit être renvoyée, lançait un autre. Dans la cabine, Élise restait impassible, son verre d'eau pétillante à la main, son regard fixé sur l'horizon invisible à travers le hublot. Mais sous cette façade de sérénité, une colère contenue brûlait, non pas explosive, mais méthodique, celle d'une femme qui savait que la justice, bien qu'invisible pour l'instant, était en marche. Margot, de son côté, avançait vers la cabine de pilotage, ses talons claquant avec une assurance feinte, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant une peur qu'elle refusait d'admettre. Elle avait sous-estimé Élise, et maintenant, le sol se dérobait sous ses pieds. Dans la cabine de pilotage, l'atmosphère était aussi lourde que dans un tribunal. Le commandant de bord, Philippe Moreau, un homme à la carrure imposante et au regard sévère, se tenait les bras croisés, tandis que le copilote, un jeune homme discret nommé Vincent, vérifiait les instruments avec une concentration forcée, évitant le regard de Margot. À leur côté, un téléphone sur haut-parleur diffusait la voix de Pierre Martin, le directeur des opérations au sol de la compagnie aérienne, dont le ton glacial ne laissait aucune place à la négociation. « Madame Renaud, commença-t-il, nous avons reçu une plainte extrêmement grave concernant un incident en première classe. » Margot déglutit, son cœur battant à tout rompre. « Un incident ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante malgré ses efforts pour paraître assurée. Pierre laissa échapper un soupir agacé. « Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Une passagère a été maltraitée, humiliée, frappée, et pas n'importe quelle passagère. Élise Dubois. Savez-vous qui elle est? » Margot fronça les sourcils, le nom lui semblant vaguement familier, mais sans connexion immédiate. Pierre poursuivit, son ton s'alourdissant. « Élise Dubois est une avocate de renom, l'une des figures les plus respectées du barreau parisien. Et, plus importante encore, elle est l'épouse d'Antoine Lefèvre. » Le nom frappa Margot comme un coup de massue. Antoine Lefèvre, le magnat qui possédait la compagnie aérienne, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des cieux, un homme qui pouvait faire ou défaire une carrière d'un simple claquement de doigts. Margot sentit ses jambes faiblir, mais elle se força à rester droite, serrant les poings pour masquer le tremblement de ses mains. « Je suivais simplement le protocole, » balbutia-t-elle, sa voix vacillante. Pierre éclata d'un rire sec, dénué de toute chaleur. « Le protocole ? Renverser du vin sur une passagère, la frapper en public, lui dire qu'elle n'est pas à sa place? C'est ça votre protocole, Madame Renaud? » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Vous avez une idée de ce que vous avez déclenché? Un passager a filmé toute la scène. La vidéo est déjà partout sur Internet. La compagnie est sous le feu des critiques, et c'est à cause de vous. » Margot sentit son sang se glacer. Une vidéo. Elle n'avait pas remarqué Louis, ce jeune homme à l'allure décontractée, qui avait capturé chaque instant de son comportement odieux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, mais Pierre la coupa net. « Retournez en première classe. Traitez Madame Dubois avec le respect qu'elle mérite. Et quand cet avion atterrira, vous vous présenterez directement au bureau exécutif pour une révision complète de votre conduite. Est-ce clair? » Le ton était sans appel. Margot hocha la tête, incapable de répondre à voix haute, et la communication s'interrompit avec un clic sec. Elle resta figée un instant, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Pendant des années, elle avait régné sur la cabine de première classe, décidant qui méritait son sourire et qui devait être ignoré. Maintenant, pour la première fois, elle sentait le contrôle lui échapper, comme du sable glissant entre ses doigts. De retour dans la cabine de première classe, l'atmosphère était presque irrespirable. Les passagers, désormais pleinement conscients du scandale, observaient chaque mouvement de Margot avec un mélange de curiosité et de mépris. Jean-Pierre, l'homme d'affaires grisonnant, avait rangé son journal et fixait ouvertement Élise, comme s'il cherchait à comprendre qui elle était vraiment. Madame Claire, la dame âgée aux airs aristocratiques, murmurait avec indignation à Étienne, qui secouait la tête en signe de désapprobation. Sophie et Louis, le jeune couple, ne cachaient pas leur colère, échangeant des regards furieux tout en chuchotant. Louis, son téléphone toujours en main,
continuait de filmer discrètement, capturant Margot alors qu'elle tentait de reprendre son service avec un sourire forcé. Élise, quant à elle, restait imperturbable, sirotant son eau pétillante avec une grâce presque royale. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de hausser le ton. Son calme était une arme, une force qui contrastait avec l'agitation croissante autour d'elle. Mais la cabine n'était pas seulement le théâtre de murmures et de regards. Un autre passager, Julien, un journaliste indépendant assis quelques rangées derrière, avait reconnu Élise dès le début du vol. Il avait couvert l'un de ses procès retentissants à Paris, une affaire où elle avait défendu avec brio une cause contre une grande entreprise. Intrigué par l'altercation, Julien sortit son carnet et commença à griffonner des notes, son esprit déjà en train de rédiger un article qui, il le savait, ferait sensation. Une avocate de premier plan humiliée en plein vol, murmura-t-il pour lui-même, son stylo courant sur le papier. Il jeta un coup d'œil à Louis, notant le téléphone dans sa main, et comprit que cette histoire allait bien au-delà de cette cabine. Il envoya un message rapide à son rédacteur en chef. « Urgent, incident majeur sur un vol Paris-Nice, vidéo virale en cours. Préparez la une. » Moi, ici, Margot, inconsciente de l'ampleur du désastre qui se profilait, tenta de reprendre le contrôle. Elle s'approcha du siège d'Élise, la desserte tremblant légèrement dans ses mains. « Madame Dubois, commença-t-elle, sa voix forcée, presque douloureuse à entendre, « je tiens à m'excuser pour le malentendu de tout à l'heure. » Les mots sonnaient faux, comme si chaque syllabe lui coûtait un effort surhumain. Élise leva les yeux, son regard perçant, aussi affûté qu'une lame. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, sa voix calme mais lourde d'une autorité qui fit reculer Margot d'un pas. « Vous avez remis en question mon siège alors que vous aviez vu mon billet. Vous avez renversé du vin sur moi et insinué que je n'avais pas ma place ici. Vous m'avez giflé devant tout le monde. Cela ne ressemble pas à un malentendu, Madame Renaud, cela ressemble à une intention. » Le silence qui suivit était assourdissant. Jean-Pierre, immobile, fixait la scène, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une curiosité aiguë. Madame Claire laissa échapper un « Mon Dieu » étouffé, tandis qu'Étienne secouait la tête, visiblement choqué. Sophie, incapable de se contenir, se redressa à moitié. « Vous êtes une honte !» lança-t-elle à Margot. « Comment osez-vous traiter quelqu'un ainsi et penser qu'une excuse bidon suffira ?» Louis, toujours en train de filmer, ajouta « Tout est enregistré, vous savez. La France entière va voir ce que vous avez fait. » Margot devint écarlate, un mélange de rage et d'humiliation faisant trembler ses lèvres. « J'ai présenté mes excuses, » rétorqua-t-elle, sa voix vacillant sous le poids de sa colère contenue. « Si vous continuez à causer des problèmes, j'appellerai la sécurité. » La menace sonnait creuse, et tout le monde le savait. Élise, toujours aussi calme, esquissa un léger sourire, à peine perceptible, mais suffisant pour faire frissonner Margot. « Vous n'avez pas besoin de la sécurité, Madame Renaud, » dit-elle, sa voix si posée qu'elle en était presque effrayante. « Vous vous débrouillez très bien toute seule pour vous nuire. » Les mots, prononcés avec une précision chirurgicale, firent l'effet d'un couperet. Margot tenta de garder la face, mais le poids des regards des passagers était écrasant. Elle se détourna brusquement, manquant de faire tomber une assiette de la desserte. Dans un geste impulsif, peut-être par défi ou par désespoir, elle laissa glisser un plat de pâtes qui s'écrasa près du siège d'Élise, la sauce éclaboussant le sol. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama-t-elle, son ton si artificiel qu'il était impossible d'y croire. Les passagers restèrent bouche bée. Madame Claire se leva, furieuse. « C'est intolérable !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Vous faites cela exprès, tout le monde l'a vu. » Étienne se redressa à son tour, pointant Margot du doigt. « Vous pensez pouvoir humilier une passagère et vous en tirer comme ça? C'est inadmissible. » Margot ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent. La vidéo de Louis, qui tournait déjà à des milliers de vues, alimentait un torrent de colère en ligne, avec des hashtags comme « Justice pour Élise » et « Racisme invol grimpant dans les tendances ».
Camille, l'autre hôtesse, réapparut, visiblement mal à l'aise. Elle s'agenouilla pour nettoyer la sauce sur le sol, jetant un regard désolé à Élise. « Madame Dubois, je suis sincèrement désolée, murmura-t-elle, sa voix empreinte de honte. Cela n'aurait jamais dû arriver. Élise la remercia d'un signe de tête, mais son regard resta fixé sur Margot, qui tremblait désormais de rage et de peur mêlée. L'interphone crépita à nouveau, et la voix du commandant Philippe résonna, plus dure cette fois. « Madame Renaud, retournez immédiatement à la cabine de pilotage. » Le ton était sans équivoque, presque menaçant. Margot lança un dernier regard à Élise, comme si elle cherchait une échappatoire, mais le calme inébranlable de l'avocate la fit reculer. Elle disparut derrière le rideau, ses pas lourds, tandis que les passagers explosaient en murmures indignés. Dans la cabine de pilotage, Pierre Martin était de nouveau au téléphone, sa voix encore plus tranchante. « Qu'est-ce que vous venez de faire, Madame Renaud ?» demanda-t-il sans détour. Margot bégaya, tentant de se défendre. « C'était un accident, monsieur. Le plat a glissé. » Pierre l'interrompit. « Ne me mentez pas, nous avons des témoignages de plusieurs passagers, et la vidéo est déjà virale. Vous savez ce que cela signifie ?» Margot sentit son sang se glacer. « Une vidéo ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, une vidéo qui vous montre en train de renverser de la nourriture exprès, après tout ce que vous avez déjà fait. La compagnie est en train d'être laminée sur les réseaux sociaux à cause de vous. » Pierre marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des clous. « Et ce n'est pas tout. Antoine Lefebvre est informé de tout. Il a personnellement demandé une révision immédiate de votre conduite. Quand cet avion atterrira, vous serez escorté directement au bureau exécutif. Ne parlez à aucun passager. Ne tentez rien pour vous disculper. Est-ce clair? » Margot, le visage blême, murmura un « Oui, monsieur », à peine audible. La communication s'arrêta, et elle resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours cru qu'elle contrôlait la cabine, qu'elle pouvait décider qui méritait son respect. Mais maintenant, elle était prise au piège, piégée par ses propres actions. De retour en première classe, l'atmosphère avait changé. Les passagers ne se contentaient plus de murmurer. Ils observaient ouvertement, sans cacher leur indignation. Sophie et Louis continuaient de chuchoter, Louis toujours prêt à filmer. Madame Claire, les bras croisés, murmurait des prières sur la justice divine à Étienne, qui hochait la tête avec vigueur. Jean-Pierre, l'homme d'affaires, prit la parole pour la première fois, sa voix basse mais ferme. « Vous devriez avoir honte, » dit-il à Margot, ses yeux ne quittant pas les siens. Julien, le journaliste, griffonnait frénétiquement, son article prenant forme dans son esprit. Il savait que cette histoire allait faire trembler la compagnie aérienne, peut-être même le pays entier. Élise, quant à elle, restait intouchable, une figure presque mythique au milieu de la tempête. Elle sirota une gorgée d'eau, ses gestes lents et délibérés, comme une reine observant la chute d'un adversaire indigne. L'avion entama sa descente, le signal des ceintures s'allumant avec un tintement aigu. Margot se retira dans le galet, l'espace réduit où les hôtesses préparaient les boissons, et s'adossa au comptoir, les mains tremblantes. Camille, l'autre hôtesse, était là, les bras croisés, son regard oscillant entre pitié et reproche. « Vous avez vraiment cru que vous vous en tireriez comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais tranchante. Margot lui lança un regard noir. « Occupe-toi de tes affaires, » rétorqua-t-elle, mais sa voix tremblait. Camille esquissa un sourire amer. « Vous auriez dû y penser avant, Margot. La France entière voit cette vidéo maintenant, et Madame Dubois, elle n'a pas eu besoin de dire un mot pour vous détruire. » Les mots frappèrent Margot comme un coup de poignard. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais l'interphone sonna à nouveau. « Madame Renaud, restez dans le galet jusqu'à l'atterrissage. La sécurité vous attendra à la porte de l'avion. » Margot sentit son cœur s'effondrer. La sécurité. Ce n'était pas une simple réprimande, pas une réunion disciplinaire. C'était une humiliation publique, orchestrée par ses propres erreurs. Lorsque l'avion toucha le sol à Nice, l'impact fut doux, mais pour Margot, c'était comme si le monde s'écroulait. Elle resta dans le galet, ses mains agrippant le comptoir si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau.
Les passagers commencèrent à se lever, récupérant leurs bagages, mais la tension en première classe restait palpable. Sophie et Louis échangèrent un regard satisfait, tandis que Madame Claire murmurait une prière, demandant justice. Jean-Pierre, désormais debout, lança un dernier regard à Margot avant de prendre sa mallette. Julien, le journaliste, tapa un dernier message à son rédacteur en chef. L'histoire est explosive, préparez-vous. Et Élise? Élise restait assise, calme, son tailleur taché de vin, mais sa dignité intacte. Elle savait ce qui allait suivre, et elle n'avait pas besoin de faire de bruit pour l'obtenir. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, 2 agents de sécurité en uniforme entrèrent, leur visage impassible. « Madame Renaud, » dit l'un d'eux, sa voix ferme, « venez avec nous. » Margot sentit ses jambes trembler, mais elle se força à avancer, le visage rouge de honte. Les passagers l'observaient, certains chuchotant, d'autres la fixant sans pitié. Elle avait tout perdu, son autorité, son assurance, sa réputation. Et Élise la regardait, ses yeux calmes mais perçants, un regard qui semblait dire « Vous l'avez fait toute seule ». Le feu s'était propagé, et Margot, consumée par ses propres flammes, ne pouvait plus échapper à l'incendie qu'elle avait allumé. Dans la salle de réunion vitrée, au cœur du terminal de l'aéroport de Nice, l'air était aussi froid qu'un vent d'hiver sur les Alpes. Margot Renaud, escortée par 2 agents de sécurité au visage impassible, entra dans la pièce, ses talons claquant faiblement sur le sol lustré, chaque pas résonnant comme un écho de sa chute imminente. Face à elle, derrière une table de conférence en acajou, se tenait Antoine Lefèvre, l'homme dont le nom suffisait à faire trembler les cadres de la compagnie aérienne. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et un regard qui semblait percer l'âme, il incarnait une autorité absolue, celle d'un homme qui avait bâti un empire et ne tolérait aucun affront à son nom, ni à celui de sa femme, Élise Dubois. À ses côtés, 3 autres cadres exécutifs, 2 hommes et une femme, tous en costumes impeccables, observaient Margot avec une froideur qui contrastait avec l'agitation bouillonnante des réseaux sociaux à l'extérieur. Sur Twitter, la vidéo de Louis, désormais visionnée par des millions de personnes, alimentait une tempête numérique, avec les hashtags Justice pour Élise et Racisme and vol en tête des tendances françaises. Les commentaires étaient implacables. Honte à cette hôtesse. La France doit faire mieux. Élise mérite justice. Dans cette salle, loin des regards du public, Margot allait bientôt découvrir que ses actions, commises dans l'arrogance d'un instant, avaient déclenché une chaîne de conséquences qu'elle ne pouvait plus arrêter. Élise, restée à l'aéroport, attendait dans un salon VIP, toujours aussi calme, son tailleur taché de vin rouge comme un symbole de l'injustice qu'elle avait subie, mais sa dignité intacte, inébranlable. La justice, qu'elle avait invoquée sans hausser le ton, était sur le point de parler. Margot s'assit, ses mains croisées dans son giron pour masquer leur tremblement. Elle tenta de redresser les épaules, de retrouver cette assurance qui avait toujours été son armure. Mais sous le regard perçant d'Antoine Lefèvre, elle se sentit minuscule, exposée. À sa droite, Claire Beaumont, la directrice des ressources humaines, feuilletait un dossier épais, son visage aussi fermé qu'un coffre-fort. À gauche, Marc Dubois, responsable des opérations aériennes, tapotait un stylo sur la table, chaque clic résonnant comme un compte à rebours. Le dernier cadre, une femme nommée Isabelle Fournier, directrice de la communication, fixait un tablet où défilaient des notifications de crise, articles de presse, posts viraux, commentaires indignés. Antoine prit la parole, sa voix grave, mesurée, mais lourde d'une autorité incontestable. « Madame Renaud, savez-vous pourquoi vous êtes ici? » Margot déglutit, sa gorge sèche comme du parchemin. « Une plainte, je présume, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Antoine haussa un sourcil, un geste presque imperceptible mais chargé de mépris. « Une plainte? » répéta-t-il, sa voix teintée d'un sarcasme glacial. « Non, Madame Renaud, un scandale. Un incident qui a terni l'image de cette compagnie, humilié une passagère et révélé une attitude inacceptable de votre part. » Il se pencha légèrement en avant, ses yeux ne quittant pas ceux de Margot. « Vous avez frappé ma femme. Vous l'avez humiliée devant une cabine entière.
Et vous avez cru que cela n'aurait pas de conséquences? Margot sentit son cœur s'arrêter. La mention d'Élise comme étant la femme d'Antoine Lefèvre, prononcée avec une telle intensité, lui coupa le souffle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Claire Beaumont l'interrompit, posant le dossier sur la table avec un bruit sec. « Permettez-moi de vous résumer les faits, » dit-elle, sa voix claire et tranchante. « Vous avez questionné la légitimité de Madame Dubois à occuper un siège en première classe, malgré la présentation de son billet. Vous avez renversé du vin sur elle, volontairement, selon plusieurs témoins. Vous l'avez giflée en public. Vous avez menti sur la disponibilité d'un plat pour la priver de son choix. Et, pour couronner le tout, vous avez renversé un plat de pâtes près de son siège, encore une fois de manière intentionnelle. » Claire marqua une pause, laissant le poids des accusations s'abattre sur Margot. Et maintenant, grâce à une vidéo filmée par un passager, la France entière est au courant. Isabelle Fournier prit la parole, son ton plus mesuré mais tout aussi sévère. La vidéo a dépassé les 5 millions de vues en moins de 2 heures. Les médias s'en emparent. Le Monde, Libération, même la BBC commence à en parler. Notre service de communication est débordé. Nous recevons des appels de groupes de défense des droits humains, d'associations contre le racisme et même de politiciens. Tout cela, Madame Renaud, à cause de vos actions. Margot sentit son estomac se nouer. Elle voulut protester, dire que tout cela était un malentendu, qu'elle n'avait fait que suivre le protocole, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Antoine leva une main, coupant court à toute tentative de défense. « Vous savez ce qui me dérange le plus ?» dit-il, sa voix basse mais vibrante de colère contenue. « Ce n'est pas seulement ce que vous avez fait à Élise, c'est la raison pour laquelle vous l'avez fait. Vous avez regardé une femme noire, une avocate accomplie, une passagère de première classe, et vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place. Pourquoi? Parce que votre vision étroite du monde ne pouvait pas l'accepter. » L'accusation frappa Margot comme un coup de poignard. Elle voulut nier, crier que ce n'était pas vrai, qu'elle n'était pas raciste, mais le poids de la vérité l'écrasait. Elle avait jugé Élise dès le premier instant, non pas à cause de son billet ou de son comportement, mais à cause de sa couleur de peau, de son apparence, de cette audace qu'elle avait à occuper un espace que Margot estimait réservé à une certaine élite. Dans la cabine de première classe, juste avant l'atterrissage, l'atmosphère avait été électrique. Les passagers, désormais acteurs d'un drame qui dépassait les frontières de l'avion, avaient continué à murmurer, à échanger des regards. Sophie et Louis, le jeune couple, étaient devenus les héros inattendus de cette histoire. Louis, en postant la vidéo, avait déclenché une vague de soutien pour Élise, avec des milliers de messages de solidarité affluant de toute la France. Sophie, indignée, avait écrit un long post sur Instagram, décrivant l'incident avec une passion qui reflétait l'esprit frondeur de la jeunesse française. « Nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement », avait-elle écrit. « Élise Dubois mérite mieux, et nous aussi. » Madame Claire, la dame âgée aux airs aristocratiques, avait pris la plume pour rédiger une lettre manuscrite qu'elle avait confiée à Camille, l'autre hôtesse, pour qu'elle soit transmise à la direction. « En tant que cliente fidèle de cette compagnie depuis 30 ans, écrivait-elle, je suis scandalisée par le comportement de votre hôtesse. Une telle injustice ne peut rester impunie. » Jean-Pierre, l'homme d'affaires, avait discrètement passé un appel à un ami membre du conseil d'administration de la compagnie, murmurant des mots durs sur la nécessité de « faire le ménage » dans le personnel. Julien, le journaliste, avait envoyé son article à son rédacteur en chef, un texte percutant intitulé « Racisme à 30 000 pieds, une avocate humiliée sur un vol Paris-Nice ». L'article, publié en ligne quelques minutes après l'atterrissage, avait déjà généré des milliers de partages. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas aux passagers de première classe. Dans le terminal de l'aéroport, une agitation inhabituelle prenait forme. Amélie, une jeune employée de l'aéroport, agente d'enregistrement au visage doux mais déterminé, avait vu la vidéo de Louis sur son téléphone pendant une pause. Bouleversée, elle avait partagé le post avec ses collègues, un groupe d'employés de la compagnie et de travailleurs au sol.
Ce n'est pas juste une passagère, leur avait-elle dit, la voix tremblante d'émotion. C'est une femme qui représente tout ce que nous devons défendre, la dignité, le respect, l'égalité. Inspirée par l'élan de solidarité en ligne, Amélie avait organisé une petite manifestation improvisée à l'extérieur du terminal, réunissant une dizaine de collègues et quelques passagers du vol économique qui avaient entendu parler de l'incident. Ils brandissaient des pancartes griffonnées à la hâte. « Justice pour Élise !»« Non au racisme dans les airs !» Leur action, bien que modeste, attira l'attention des caméras de télévision locales, venues couvrir l'atterrissage du vol désormais tristement célèbre. Amélie, interviewée par une chaîne régionale, déclara avec ferveur « Nous sommes tous des passagers, mais nous ne sommes pas tous traités de la même manière. Cela doit changer. » Sa voix, relayée en direct, ajouta une nouvelle couche à l'indignation nationale. Dans la salle de réunion, Claire Beaumont fit défiler un document sur son tablet, révélant une série de témoignages accablants. « Nous avons reçu des déclarations écrites de plusieurs passagers, » dit-elle, sa voix aussi précise qu'un scalpel. « Madame Claire Costa, Monsieur Étienne Lambert, Monsieur Jean-Pierre Bisset, tous confirment votre comportement discriminatoire. » Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur Margot avec une intensité qui la fit frissonner. Et ce n'est pas tout. Votre collègue Camille Dubois a également fourni un témoignage. Margot sentit son sang se glacer. Camille, cette jeune hôtesse qu'elle avait toujours considérée comme discrète, presque insignifiante, avait osé parler contre elle. Claire lut à voix haute. Madame Renaud a un historique de traitement différencié envers certains passagers, en particulier ceux qu'elle juge ne pas appartenir à la première classe. J'ai été témoin de remarques désobligeantes et de gestes intentionnels pour humilier. J'ai été pressé de garder le silence, mais je ne peux plus. Margot sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Camille, avec son air timide, avait dévoilé un secret que Margot croyait bien gardé. Son habitude de juger, de trier, de décider qui méritait son respect en fonction de critères qu'elle seule définissait. Antoine Lefebvre reprit la parole, sa voix plus basse, presque menaçante. « Vous savez, Madame Renaud, ce qui me frappe le plus, c'est votre arrogance. Vous avez cru que vous pouviez humilier Élise sans conséquence, parce que vous pensiez qu'elle n'avait pas de pouvoir. Mais vous vous êtes trompé. Pas seulement sur elle, mais sur ce que représente cette compagnie. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. » Il se tourna vers Isabelle Fournier, qui hocha la tête. « La crise médiatique est hors de contrôle, » ajouta-t-elle. « Nous recevons des demandes d'interview, des menaces de boycott. Des associations envisagent des poursuites judiciaires, et tout cela parce que vous avez décidé de juger une femme sur son apparence. » Margot voulut répondre, dire qu'elle n'avait pas voulu cela, que ce n'était qu'un malentendu, mais les mots restaient bloqués. Elle savait, au fond d'elle, qu'il n'y avait pas de malentendu. Elle avait agi par préjugé, par une conviction ancrée qu'Élise ne méritait pas d'être là, et maintenant, elle payait le prix. Antoine se leva, dominant la pièce de sa présence. En temps normal, un incident de cette gravité entraînerait un licenciement immédiat, dit-il, ses mots tombant comme une sentence. Margot retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Mais Élise, ma femme, a fait une demande spécifique. Il marqua une pause, laissant l'espoir, aussi mince soit-il, flotter dans l'air. Elle n'a pas exigé votre renvoi. Elle n'a pas demandé de compensation financière ni d'excuses publiques. Elle a proposé quelque chose de bien plus significatif. Une formation obligatoire pour tout le personnel de la compagnie sur la lutte contre les discriminations raciales et sociales. Margot cligna des yeux, confuse. Élise n'avait rien exigé pour elle-même. Antoine poursuivit, son ton durcissant. « Mais ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous êtes absoute. Vous êtes suspendu indéfiniment, à compter de ce jour. Une enquête interne complète sera menée et vous serez informé des prochaines étapes dans une semaine. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes interdite d'accès à toutes les installations de la compagnie et à nos systèmes internes. Est-ce clair? » Margot hocha la tête, incapable de parler.
les larmes lui montant aux yeux mais refusant de couler. Elle n'était pas ce genre de femme. Margot Renaud ne pleurait pas. Elle était forte, intouchable. Du moins l'avait-elle toujours cru. Mais dans cette salle, sous les regards implacables des cadres, elle se sentait brisée, réduite à une ombre d'elle-même. Antoine se rassit, signalant que la réunion était terminée. « Vous pouvez disposer, » dit-il, son ton dénué de toute chaleur. Margot se leva, ses jambes tremblantes, et les agents de sécurité l'escortèrent hors de la salle. Le couloir menant à la sortie semblait s'étirer à l'infini, chaque pas amplifiant sa honte. Les employés de l'aéroport, agents de check-in, collègues hôtesses, même un pilote qu'elle connaissait depuis des années, détournaient le regard à son passage. Paul, un jeune agent de piste qui la saluait toujours avec un sourire, baissa les yeux, feignant de vérifier un document. Margot serra les poings, la rage et le désespoir se mêlant dans sa poitrine. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? Elle, qui avait toujours été respectée, crainte même, était maintenant une paria. À l'extérieur du terminal, la manifestation organisée par Amélie prenait de l'ampleur. Une trentaine de personnes s'étaient rassemblées, des employés, des passagers, même quelques voyageurs curieux qui avaient vu la vidéo en ligne. Les pancartes s'agitaient, les voix s'élevaient. « Justice pour Élise !»« Non à la discrimination !» Les caméras de télévision filmaient la scène et Amélie, interviewée une seconde fois, parla avec une conviction qui toucha les cœurs. « Nous sommes tous égaux, peu importe où nous sommes assis dans un avion. Ce qui est arrivé à Madame Dubois est inacceptable, et nous ne nous tairons pas. » La foule applaudit, et le hashtag Justice pour Élise grimpa encore plus haut dans les tendances, porté par une vague de solidarité qui traversait la France. Dans le salon VIP, Élise attendait, assise dans un fauteuil en cuir, son téléphone posé sur la table devant elle. Elle avait reçu des dizaines de messages. Des collègues du barreau, des amis, même des inconnus qui avaient vu la vidéo et lui exprimaient leur soutien. Mais elle restait calme, presque détachée, comme si l'agitation autour d'elle n'était qu'un bruit de fond. Antoine la rejoignit, son visage marqué par une colère contenue, mais adouci par la tendresse qu'il réservait à sa femme. « C'est réglé, » dit-il simplement, posant une main sur son épaule. Élise hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je n'ai jamais voulu sa destruction, » murmura-t-elle. Mais elle devait comprendre. Antoine acquiesça, admirant la force de sa femme, cette capacité à transformer une injustice en une leçon, non pas pour elle seule, mais pour tous. Margot, elle, atteignit le parking des employés, l'air frais de la nuit méditerranéenne l'enveloppant sans lui apporter de réconfort. Elle ouvrit la portière de sa voiture, s'effondra sur le siège conducteur et referma la porte avec un bruit sourd, comme pour couper le monde extérieur. Seule, elle laissa enfin tomber le masque. Ses mains agrippèrent le volant, ses jointures blanchissant sous la pression, et un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Elle ne pleura pas, Margot Renaud ne pleurait pas, mais le vide dans sa poitrine était plus douloureux que des larmes. Elle repensa à Élise, à ce regard calme, à cette dignité qui l'avait écrasée sans un mot. Elle avait jugé Élise dès le premier instant, convaincue qu'elle n'appartenait pas à la première classe, pas à cause d'un billet ou d'un protocole, mais à cause de sa couleur de peau, de son audace à exister dans un espace que Margot estimait réservé à d'autres. Et maintenant, la France entière voyait cette vérité. Elle saisit son téléphone, hésitant avant d'ouvrir Twitter. La vidéo de Louise était partout, accompagnée de milliers de commentaires furieux. « Honte à cette hôtesse ! Racisme pur et dur. Élise Dubois est une reine. » Le nom de Margot Renaud commençait à apparaître dans les articles, les blogs, les posts indignés. Elle tenta d'appeler sa meilleure amie, Sophie, une hôtesse senior qui l'avait toujours soutenue, mais la ligne sonna dans le vide. « Sophie Martin n'est pas disponible », annonça la boîte vocale. Margot raccrocha, le cœur lourd. Même Sophie l'évitait-elle? Elle voulut appeler sa superviseure, mais ses doigts s'arrêtèrent sur l'écran. Que dirait-elle? Qu'elle n'était pas celle que tout le monde pensait. Elle-même n'y croyait plus. Soudain, un bruit la fit sursauter. Une frappe légère contre la vitre de sa voiture.
Elle tourna la tête, s'attendant à voir un agent de sécurité, peut-être même Antoine Lefebvre avec un ordre de licenciement formel. Mais c'était Élise. Elle se tenait là, droite, son tailleur toujours taché de vin, mais sa posture aussi majestueuse qu'une statue. Margot hésita, ses doigts tremblants abaissant la vitre. Pendant un long moment, aucune des deux ne parla. Puis Élise brisa le silence, sa voix basse, ferme, presque douce, mais chargée d'une puissance indéniable. « Vous avez cru que je n'avais pas ma place ?» dit-elle, ses yeux fixés sur ceux de Margot. « Vous avez cru que vous pouviez m'humilier, me rabaisser, et vous en tirer ?» Margot ouvrit la bouche, mais Élise poursuivit, implacable. « Je n'ai pas eu besoin de crier, de faire une scène. Vous l'avez fait pour moi. Et maintenant, vous vivrez avec cela. » Les mots étaient comme une lame, coupant profondément dans l'orgueil de Margot. Elle voulut répondre, protester, dire que ce n'était pas juste, mais la vérité l'étouffait. Élise recula d'un pas, son regard toujours fixé sur elle. « J'espère que vous réfléchirez à cela, » dit-elle, sa voix presque compatissante. « Vraiment. » Élise tourna les talons et marcha vers une voiture noire garée à quelques mètres, où Antoine l'attendait. Elle monta avec la même grâce qu'elle avait affichée tout au long du vol, et le véhicule s'éloigna, disparaissant dans la nuit niçoise. Margot resta immobile, le souffle court, la vision brouillée par des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Le silence dans la voiture était insupportable, mais elle ne démarra pas le moteur. Elle resta là, fixant le vide, consciente pour la première fois en des années qu'elle n'avait ni plan, ni échappatoire, ni moyen de réparer ce qu'elle avait brisé. Sa carrière, sa réputation, son identité, tout s'était effondré, et elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. À l'aéroport, la manifestation d'Amélie continuait, les pancartes s'agitant sous les lumières des réverbères. Les caméras filmaient, les journalistes interrogeaient, et le message de solidarité pour Élise se répandait comme une vague. Dans les jours qui suivirent, la compagnie aérienne annonça la mise en place d'une formation obligatoire sur la lutte contre les discriminations, une initiative saluée par les médias et les associations. Élise, fidèle à elle-même, refusa les interviews, préférant laisser ses actions parler. Mais son histoire, portée par la vidéo de Louis, les témoignages des passagers et la détermination d'Amélie, devint un symbole. Un symbole de la résilience face à l'injustice, de la puissance d'une communauté unie et d'un rappel cinglant que le préjugé, même dans les cieux, finit toujours par tomber. Cette histoire, celle d'Élise Dubois et de Margot Renaud, n'était pas seulement un incident isolé. Elle était le reflet d'une France en quête d'elle-même, un pays où la liberté, l'égalité et la fraternité sont des idéaux chéris mais parfois bafoués. Élise incarnait la force tranquille de ceux qui, face à l'adversité, choisissent la dignité plutôt que la colère. Louis, Sophie, Madame Claire, Jean-Pierre, Julien, Amélie, ils représentaient la France qui refuse de se taire, celle qui prend son téléphone, sa plume ou sa voix pour dénoncer l'injustice. Et Margot? Margot était un avertissement, un miroir tendu à ceux qui laissent leurs préjugés guider leurs actions. Dans un pays où la diversité est une richesse mais aussi un défi, cette histoire rappelait à tous que la justice n'est pas seulement l'affaire des tribunaux ou des puissants. Elle commence avec chacun de nous, dans nos choix, nos paroles, nos silences. Élise avait gagné, non pas en criant, mais en laissant la vérité éclater au grand jour. Et Margot, consumée par ses propres flammes, apprenait à ses dépens que personne n'est au-dessus des conséquences. L'histoire d'Élise Dubois et Margot Renaud est un miroir tendu à la société française, un rappel poignant des tensions et des injustices qui persistent dans notre quotidien. Ce qui m'a marqué, c'est la dignité d'Élise. Face à l'humiliation, elle a choisi le silence, non par faiblesse, mais par une force intérieure qui transcende la colère. En France, où l'émotion peut souvent dominer, cette retenue est une leçon. Parfois, la justice s'exprime mieux dans la calme assurance que dans les éclats. Margot, quant à elle, incarne un avertissement. Le préjugé, même ancré dans des automatismes, a un prix. Ces actions, motivées par une vision étroite, nous poussent à réfléchir à nos propres jugements.
Combien de fois, dans un métro parisien ou un café lyonnais, avons-nous laissé des stéréotypes guider nos regards? Cette histoire nous enseigne que l'égalité n'est pas un slogan, mais un choix quotidien. La solidarité des passagers, amplifiée par la vidéo de Louis, montre la puissance de la communauté. En France, où l'esprit collectif est une force, nous pouvons tous agir, filmer une injustice, soutenir une victime ou simplement réfléchir à nos biais. Appliquons cela dans nos vies. Soyons vigilants, empathiques et courageux face à l'injustice. Si cette histoire vous a touché, agissez. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire avec le mot justice pour montrer que vous êtes du côté d'Élise et contre les discriminations. Ensemble, construisons une France plus juste.